La première chose qu'on nous apprend en fait dans le coaching quand on commence une formation de coach, c'est comment je crée la relation avec la personne. On a en fait une résonance neuronale qui va attirer naturellement des gens qui nous ressemblent. C'est quoi la différence entre les coachs qui arrivent à débloquer leurs clients en un claquement de doigts et ceux qui vont tourner en rond pendant leur séance avec leurs clients? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui et on va surtout voir la roadmap, la boîte à outils des outils liés au coaching qui permettent d'apporter le plus de résultats à ses clients. On est toujours avec Mehmet. Mehmet, du coup, coach qui est dans le game depuis des années, si ce n'est des dizaines d'années, et qui a eu le bonheur de coacher des entrepreneurs divers et variés, allant de petits entrepreneurs à gros entrepreneurs qui ont plusieurs sociétés, qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, Mehmet, la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu avais face à toi un coach ou quelqu'un qui débute dans le coaching, c'est quoi selon toi les outils qui permettent d'avoir un petit peu le 80-20 du coaching, c'est-à-dire les 20% qui sont les plus utiles pour être un peu un minimum viable coach qui apporte des gros résultats à ses clients? Alors déjà, merci pour l'intro, mon cher Baptiste. Je suis très heureux d'être là et effectivement, le MVP du coach qui démarre et qui devrait être outillé, il devrait, à mon sens, commencer par vraiment la base du coaching, c'est-à-dire la création de la relation et surtout la maïotique socratique. Donc je m'explique. La création de la relation, c'est comment un coach, en fait, comment on sélectionne et on choisit un coach dans son univers, en fait, de coaching. C'est-à-dire, si aujourd'hui, par exemple, vous cherchez de la performance et que vous êtes plutôt quelqu'un dans le mental, vous allez plutôt chercher quelqu'un, un coach qui va être dans cette analytique et qui va vous faire réfléchir, en fait, sur votre force intérieure, mais plutôt orienté mental. Pour des personnes, par exemple, qui sont, puisqu'il y en a aussi des coachs en libération émotionnelle, vous allez plutôt vous orienter vers des coachs qui vont avoir plutôt cette appétence émotionnelle et lecture des émotions et gestion des émotions, qui peut aussi être l'intelligence émotionnelle. Et bien évidemment, vous avez tout l'aspect instinctif, donc le dernier centre neuronal qui est le côté passage à l'action en mode bourrin et j'y vais. Et en fait, en fonction de votre personnalité, vous allez pouvoir choisir des compétences et des appétences qui vont vous ressembler. Et moi, j'ai plutôt opté pour une approche mixte dans laquelle justement je crée une relation en fonction de la personne et du profil que j'ai en face de moi. Mais je pars toujours de la création de la relation par l'outil coaching. Et l'outil coaching, la première chose qu'on nous apprend en fait dans le coaching quand on commence une formation de coach, c'est comment je crée la relation avec la personne. Et ça commence même, tu sais, dans la phase de prospection où je me connecte à la personne, je la fais parler et c'est là qu'intervient la maïotique socratique qui est l'art de poser des questions ciblées pour faire accoucher l'esprit de ces problématiques. Et donc, là, il y a toute une méthodologie en fait de questionnement et cette méthodologie, elle va pas beaucoup varier puisqu'il y a une méthodologie de base en fait qui nous permet de poser un cadre et de poser un cadre au début de la relation pour pouvoir justement apporter ce cadre au client après, durant l'accompagnement. Du Et en coup, fait, pardon, vas-y. si on marque juste une pause là, donc tu as différents types de clients qui vont être sensibles à différents niveaux de discours, si je comprends bien. C'est ça, c'est ça. En fonction aussi de qui on est en termes de coaching, hein. C'est-à-dire que moi, en tant que personnalité, en tant que coach, j'ai une appétence plutôt orientée instinctif où je vais vraiment accompagner des profils qui passent plus vite à l'action et je vais avoir ce côté faire passer les autres plus vite à l'action. J'ai un côté très introspectif émotionnel aussi, mais mon appétence elle est plus sur l'aspect accompagner des leaders, les faire shifter rapidement, les faire s'interroger, etc. Donc c'est aussi en lien avec qui on est, quoi. Donc pour un coach là qui nous écoute, Mm-hmm. cette approche de comprendre du coup ce qui va être sensible chez l'autre et du coup comment adapter sa posture à soi. Déjà, qu'est-ce qui se passe si on passe sous silence, enfin si on ne fait pas ce travail-là? Et deuxièmement, comment toi tu le mets en place pour être efficace dans ta séance dès le cadrage? Enfin, c'est quoi l'actionnable pour quelqu'un qui écoute?
Alors, l'actionnable, il est très simple. Il est simplement déjà de trouver son centre énergétique. En fait, il y a Ok. trois types de centres énergétiques assez simples. C'est des énergies archétypales. On les connaît au niveau neuronal sans faire Ouais. trop de neurosciences compliquées. L'idée, c'est l'acronyme JAF, J-A-F. Tout ce qui est en lien avec les énergies de la joie, donc plutôt des personnes instinctives qui aiment passer à l'action rapidement, qui sont tout le temps dans la joie, tout le temps dans le mouvement, etc. Toutes les énergies de l'amour et de l'affection, donc les personnes qui sont plutôt émotionnelles, ressenties, kinesthésiques, etc. Et ensuite, on a toutes les personnes qui sont dans la force du mental, le F, donc c'est pour ça que c'est l'acronyme JAF. L'idée, c'est que D'accord. quand on trouve cette force mentale, bah, on va plutôt orienter les gens sur aller faire de l'analytique et décortiquer, pourquoi pas aussi, tout l'aspect émotionnel, puisque des fois, le mental peut bloquer les émotions. En fait, c'est s'écouter soi d'abord, donc bien connaître ses centres et avoir fait aussi cette petite recherche sur soi-même. Et à partir de là, ben, aller regarder avec qui je résonne le plus. Et en tant que coach, ben, quand, par exemple, si tu as des réseaux sociaux, tu envoies du contenu sur les réseaux sociaux, tu regardes aussi le profil des prospects, des personnes qui interagissent avec toi pour voir aussi quel type d'interaction tu crées. Et ça en dit énormément aussi sur la personne, puisque on a en fait une résonance neuronale qui va attirer naturellement des gens qui nous ressemblent. Et à partir de là, l'idée c'est de bien connaître en fait qui on est, donc avoir fait aussi un travail en tant que coach. Et à partir de là, ce que je te disais, c'était pour poser le cadre, c'était d'avoir en fait une technique de maïotique socratique qui est simplement comment je pose un cadre dans la relation, mais aussi comment j'arrive à apporter une ligne directive au prospect ou au client que j'ai en face de moi pour que le prospect puisse atteindre son objectif. Et là, on revient, si tu veux, à quelque chose. Je vais parler d'un truc que tout le monde connaît, parce que je pourrais parler d'autres types d'outils comme la PNL, etc. Mais là, on va prendre quelque chose de très simple. C'est les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et réalisables et temporellement mesurables. L'idée, c'est que quand on vient voir un coach, souvent, il n'y a que deux types d'approches possibles. C'est une entrée problème ou une entrée ressource. C'est-à-dire que la personne vient vous voir, elle veut atteindre un objectif, mais elle a un problème pour y arriver. Et l'autre pendant, c'est j'ai un problème, mais je ne sais pas où sont mes ressources pour pouvoir y arriver. Et l'idée, c'est que l'entrée problème et l'entrée solution, bah, elles vont pas avoir du tout les mêmes actionnables. Et ça va passer justement par les questionnements qu'on va avoir en fait avec le client. Et on va lui poser bah, tout un tas de questions spécifiques vis-à-vis de ça. Spécifique veut dire, bah, en fait, si aujourd'hui une personne vient me voir en me disant j'ai un objectif, je veux que mon entreprise, je sais pas, fasse au moins 10 cas par mois, mais qu'elle me dit j'ai des croyances limitantes sur ma légitimité, le fait d'être, tu vois, légitime dans mon statut de coach et dans ma visibilité de coach. Bah là, en fait, on va plus travailler sur qu'est-ce qui se passe finalement dans cette personne quand elle se raconte ces histoires-là. Et pour ça, j'ai besoin d'outils de coaching qui vraiment, les outils pour moi, si tu veux, c'est vraiment le questionnement par la maïotique socratique. Et là, on va commencer par des questions comme très spécifiques, comme comment tu sauras que tu es légitime. Qu'est-ce qui te permettra de voir concrètement que tu as cette légitimité-là? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, bah, tu n'aies plus besoin de te poser des questions, par exemple, sur la légitimité? Et à quel moment tu sauras que bah, finalement, tu es légitime et que tu as tous les outils, etc., etc. Alors souvent, ce que je fais dans ce genre de questionnement, le questionnement, en fait, c'est l'art d'explorer la carte du monde de l'autre. Et l'idée, c'est que plus on est curieux de la carte du monde de l'autre, plus on pose des questions et plus on affine l'objectif SMART en mettant des mots MOTS sur les mots MAUX. Parce que chaque fois qu'on a un problème de légitimité, il peut y avoir des antécédents sur j'ai vécu une histoire douloureuse et aujourd'hui je me sens pas légitime. Donc l'idée c'est vraiment aussi de creuser les aspects mentaux, émotionnels, instinctifs pour voir où ça se situe chez la personne et surtout de savoir aussi, parce que faut pas préjuger de ses forces. Si la personne, moi en tant que coach par exemple, il y a une semaine de ça, j'ai refusé de coacher quelqu'un parce qu'elle avait des traumas sévères. Et quand je parle de traumas sévères, qui n'est pas du tout mon domaine en tant que coach, ça va être, tu sais, des choses très lourdes qui sont, je peux pas te donner les noms là, mais
t'as compris que c'est des choses graves qui se sont passées dans le corps de la personne, par d'autres personnes, etc. Donc je vais pas donner les noms parce qu'on serait censuré, mais grosso modo, quand il y a des traumatismes lourds et que ce n'est pas mon domaine de compétence, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire là, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas équipé pour ça, je n'ai pas les outils pour ça, donc je préfère réorienter vers des spécialistes, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, etc. Et là, on est plus dans un domaine médical, quoi. Ça, tu le fais au sein même du début du coaching ou Ouais. tu le fais Et avant le coaching? c'est avant le coaching, pendant la phase de prospection, c'est justement D'accord. ça l'idée en fait, c'est que dans cette phase de prospection, c'est tout Hmm. simplement pour voir si ça fit avec la personne et si effectivement mes compétences matchent bien avec l'objectif qu'elle veut atteindre. D'où D'accord. l'importance de poser ces questions en fait. Donc si je récapitule, tu as en fait le tout début, c'est faire un travail sur toi pour sentir toi comment tu fonctionnes avec Mm. les trois centres que tu Ouais. nous as décrits tout à l'heure et Mm. voir avec quel type de client en fait tu matcheras le plus et tu auras le plus de facilité à apporter de la valeur. Étape 2, prospection. Pendant la prospection, bien vérifier que tu es face à une personne que tu peux aider et si ça sort de ton cadre, ne pas hésiter à orienter vers la personne vers quelqu'un de plus qualifié. Étape 3, création de la relation, Ouais. où là tu poses du coup le cadre et tu te synchronises à son Mm. centre dominant. Ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Et ensuite tu définis des objectifs SMART avec la personne, que ce Ouais. soit entrée, problème ou solution. À savoir, est-ce que la personne, elle sait qu'elle veut faire ça, mais elle sait pas comment, ou est-ce que la personne elle n'a même pas conscience C'est ça. des outils, des ressources qu'elle pourrait avoir. Ouais, c'est ça. À ce stade-là, dans le coaching, une fois que tu as défini les objectifs et que tu es en train de questionner, si on zoome maintenant dans quels sont tes outils pour toi, quels sont les outils du minimum viable coach en gros, qui peuvent être intéressants d'aborder sans descendre dans un truc trop expert, trop compliqué, Ouais. pour du coup permettre à la personne d'accomplir son objectif SMART et de passer de A à B. Si j'avais un outil vraiment à donner, c'est vraiment le recadrage en 6 étapes en PNL en fait qu'on utilise vraiment comme un outil un peu universel dans la PNL puisqu'il va être utilisé dans beaucoup de protocoles. Et pour faire simple, cet outil, il y a 6 grandes étapes qu'il faut respecter. C'est la première étape, identifier en fait le comportement problématique. Parce qu'on s'appuie sur l'observable et on s'appuie sur qu'est-ce qui va poser problème en fait. Par exemple, une personne vous dit ben je procrastine, ok. Dans la procrastination, c'est définir précisément le comportement et son impact et ce que ça apporte en fait à la personne et dans sa vie. À partir de là, on va établir une connexion et une communication avec cette partie qui est responsable de la procrastination, puisque on part du principe que on a plusieurs parties en nous qui s'expriment, et ça depuis qu'on est enfant, toute personne en fait a en elle. Tu sais ce que moi j'appelle gentiment et vulgairement le connard ou la connasse intérieure. Alors c'est un terme très gentil pour dire que on a des parties de nous qui s'expriment parfois avec violence, parfois avec vraiment beaucoup d'énergie. Et c'est ces parties-là que parfois on n'écoute pas et qui reviennent sans cesse pour nous envoyer un message. Et donc là, l'idée c'est de se mettre en fait en communication avec cette partie pour, troisième étape, découvrir ce qu'on appelle en PNL l'intention positive de cette partie. Quoi qu'on fasse dans la vie, chaque comportement, action, mot, ressenti et tout ce qu'on va vivre en termes de perception a une intention positive. Même quand on fume, on a une intention positive derrière qui est de se soulager. Et l'idée là-dedans, dans cette troisième partie du protocole, c'est de découvrir qu'est-ce qui, par exemple, derrière le sentiment de légitimité ou la procrastination, quel est finalement d'explorer, si tu veux, ce qu'on cherche à accomplir de bénéfique au travers de ce comportement et qui peut amener en fait plein d'autres issues auxquelles on ne pense pas. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de générer des parties, des alternatives à cette partie. Et l'idée, c'est que là, on va s'appuyer sur d'autres parties ressources en nous. Si, par exemple, j'ai pris l'habitude de procrastiner ou de me sentir illégitime, pour la légitimité, on va aller chercher une partie, par exemple, dans un pan de la vie de la personne sur qu'est-ce qui, dans la vie, te donne de la confiance. En fait, l'inverse
justement valider que l'inverse de la légitimité, c'est l'assurance et la confiance en soi, et aller chercher justement dans une partie ressources chez la personne, qu'est-ce qui crée finalement de l'ancrage et de la sécurité chez elle. Et ça peut être la même chose pour la procrastination, qu'est-ce qui peut, dans une partie ressources, t'amener cette énergie ou cette motivation pour aller au-delà de la procrastination. Une fois qu'on a ça, c'est la 5e étape, on passe à la 5e étape qui est d'obtenir l'accord en fait que y a ces parties ressources et qu'elles peuvent s'activer. Pourquoi ? Parce que souvent, quand j'ai des personnes, et là j'ai un petit détecteur à bullshit qui me dit la personne, est-ce qu'elle valide en fait que en elle a bien cette ressource. Et l'un des présupposés de la PNL, c'est qu'on part du principe que chaque être humain a toutes les ressources en lui pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, ce qu'il veut faire ou atteindre comme objectif. Mais à l'intérieur de lui-même, il peut y avoir des frictions et des frustrations à faire les choses. Donc ce qu'on va faire à cette 5e étape, c'est obtenir l'accord pour les nouvelles options et on va interroger l'ancienne partie, celle qui bloque, donc imaginons la légitimité, et la nouvelle partie qui va être peut-être la confiance en soi, et de voir si les deux parties sont OK. Et en fait, le remplacement se fait simplement par « je sais que j'ai cette ressource, je sais que je l'utilise depuis des années », et on va faire comme une connexion à cette ressource dans une histoire passée ou dans un contexte passé où la personne se sentait en totale confiance. Et on va refaire une plongée, ce qu'on appelle un ancrage émotionnel dedans, une plongée dans ce souvenir, mais un souvenir plutôt positif, optimiste et écologique qui va permettre à la personne de se reconnecter à cette connexion, à la confiance en soi. Et l'idée, c'est que quand on reconnecte la personne à des ressources qu'elle connaît, instantanément, le corps, par ses comportements, le remet en fait en marche. Et en faisant ça, on obtient la 6e étape qui est la vérification de l'écologie du changement. C'est-à-dire que si la personne a su se reconnecter à cette ressource, est-ce que si la prochaine fois le sentiment d'illégitimité, du manque de légitimité apparaît, si elle se connecte à cette ressource par le biais d'un souvenir et d'un ancrage qu'elle a eu, est-ce que ça revient bien au même endroit ? Et pour que tout le monde comprenne, un ancrage, c'est quelque chose de très simple. On en a tous les jours. On a des ancrages quand on va manger, se brosser les dents, s'habiller. On s'habille toujours dans un certain ordre, ou on se déshabille dans un certain ordre, ou on va se rappeler de dates très importantes comme l'anniversaire, alors que des dates subjectives vont être complètement oubliées. Et l'idée, c'est que ces ancrages-là, on peut les faire aussi également sur nos ressources. Et l'idée, c'est comment j'arrive à retrouver ces ressources et comment je les actionne, je les active au moment où j'en ai besoin. Et évidemment, notre cerveau, lui, il fait des connexions faciles sur des ancrages douloureux. Donc, si vous avez échoué quelque part et vous vous sentiez pas légitime, ce sentiment va être aussi fort à revenir que cette ressource que vous aurez parfois du mal à retrouver. Et c'est ça, en fait, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille pour créer des shifts avec cet outil justement du recadrage en 6 étapes qui permet simplement en fait de ramener ce que j'appelle moi de l'écologie en fait intérieure, ce qui permet de lâcher prise sur oui, je suis pas légitime, je suis pas bon, je suis nul, j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça. Et l'idée, c'est plus je me reconnecte et je recadre les choses en moi à des ressources positives, et plus je suis sûr de pouvoir obtenir un résultat. Et comme je disais tout à l'heure, on prend un coach justement parce qu'on a un point A qui nous convient pas et qu'on veut atteindre un objectif à un point B, et ça passe justement par la réactivation de ces ressources-là. Donc là, c'est l'exemple de l'outil du recadrage en 6 étapes, qui sont en fait, si j'ai bien compris, des sortes de jalons à passer pour valider que la personne, pour qu'elle valide elle-même en fait qu'elle va passer du point A au point B, et si on saute une étape, en fait, ça va pas marcher. Ouais, c'est ça. Pour naviguer dans ces étapes, à quel point c'est compliqué, surtout quand on débute en coaching, à quel point ça prend du temps, pas de temps, à quoi ça ressemble concrètement Alors d'utiliser cet outil.
Ouais, concrètement, c'est une bonne question puisque concrètement, ça va dépendre du niveau du problème qu'on traite. Là, on a pris un problème qui est quand même bon, relativement classique, mais qui est peut-être pas forcément profond. En fonction de la personne et de son vécu et de son histoire, bah il y a des personnes qui vont dire oui, je me sens pas légitime parce que je sais pas, j'ai été en classe et la maîtresse m'a humilié devant tout le monde et elle m'a fait me sentir pas légitime. Donc là, ça peut aller très loin en fait dans les problèmes émotionnels. L'idée, c'est de calibrer ça aussi par ce qu'on disait tout à l'heure, la maïotique socratique, d'où l'importance de maîtriser l'art du questionnement. Et pour ça, ben, souvent, ce qu'on va utiliser, c'est des questions très ouvertes. C'est, par exemple, euh, quand une personne, et c'est ça qui est important aussi en PNL, quand une personne arrive avec un problème comme la légitimité, on va plus s'intéresser, tu sais, au questionnement par le comment plutôt que le pourquoi. Le pourquoi est plus orienté psychologie et D'accord. réparation du passé, là où en PNL, on essaye de comprendre le processus. Et donc, on va regarder comment ça fonctionne. Comment la personne, dans sa tête, arrive à faire des connexions pour en revenir alors qu'elle a 33 ans, elle est devant moi, elle est là, ici et maintenant, mais son cerveau fait des connexions qui vont en fait jusqu'au passé, jusqu'à la maîtresse devant le tableau où les copains se sont moqués d'elle. Et grosso modo, à partir du moment où on comprend comment on en arrive là, on peut facilement trouver comment utiliser un autre chemin. Et c'est ça qui nous intéresse en fait par le recadrage en 6 étapes, c'est qu'en reprogrammant un autre chemin en termes de ressources, la personne n'est pas obligée de repasser par ce chemin douloureux, mais simplement emprunter un autre chemin beaucoup plus écologique et beaucoup plus positif pour elle. Et ça va dépendre évidemment Hmm. du niveau d'intensité que la personne a en elle et comment elle le vit au plus profond d'elle-même. Il y a des personnes avec qui ce protocole peut prendre, je sais pas, 5-10 minutes et d'autres où ça va prendre 1 heure, 2 heures, 2-3 séances, ça dépend vraiment du profil de personne. Mais en fonction, je dirais, aussi de l'utilisation des bonnes questions, comme les questions ouvertes, on va souvent dire comment tu sauras que tu es légitime, en quoi être légitime est important pour toi, en quoi tu sauras que tu as réussi à être légitime et que ça va durer. Et là, l'idée, si tu veux, tu vois, c'est des questions qui sont relativement ouvertes et qui ne se terminent pas par une réponse par oui ou non. On est vraiment dans l'exploration pour que la personne aille chercher elle-même ses ressources et c'est vraiment le but du coach. Le coach, il est pas, c'est pas un mentor. Le mentor, lui, en fait, il a une posture de directive où Hmm. il dit fais ça comme moi je l'ai fait. Parce que le mentor a déjà fait le chemin et il explique de façon légitime parce qu'il a obtenu le résultat. Il explique comment y aller. Là où le coach, lui, en fait, va demander de l'introspection à la personne pour que la personne trouve son propre chemin. Et c'est vraiment tout le but de la maïotique socratique et le recadrage en 6 étapes. En suivant le recadrage en 6 étapes, Ouais. est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des situations où en fait tu ne comprends pas vraiment le problème de la personne, mais elle trouve les solutions elle-même quand même? Et Mm. finalement, est-ce que tu es obligé d'avoir une compréhension extrêmement fine de tous les problèmes que tu vas aider à résoudre? Ou est-ce que parfois la simple maîtrise des outils font que la personne va te sortir des choses qui vont te surprendre même, mais en fait, toi, tu restes dans ta posture de coach Ouais. et ça va quand même C'est marcher. une très bonne question parce qu'en fait, c'est là où la majeure partie des coachs se perdent et surtout quand il s'agit on va dire, de choses assez émotionnelles, assez intenses. Et là où le cadre compte, c'est bien dans ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'on peut se perdre avec le client dans tous ces aspects historiques, puisque la personne va parler de son histoire, elle va emmener le coach en fait dans plein de choses peut-être très émotionnelles ou même très mentales, parce qu'il y a des personnes qui restent rigides aussi dans leur mental. Peu importe où le client s'en va, l'idée, c'est comment le coach reprend le cadre. Et on dit souvent que là, en fait, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes, c'est le cadre et la posture. Alors, quand on va être sur le cadre, qui est le cadre du coaching, en tant que coach, il y a une vraiment constante dans l'accompagnement et dans ce que tu viens d'expliquer. La constante, c'est de revenir à l'objectif. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est là et est-ce que ce que tu es en train de me dire te rapproche ou t'éloigne de ton objectif. L'idée, c'est que quand on va loin dans la maïotique socratique, dans le questionnement, en fait, notre cerveau
va ouvrir des fenêtres. Tu sais, c'est comme un navigateur sur Internet. Tu ouvres un onglet, il y en a un autre qui s'ouvre et tu dis, ah oui, j'avais pas vu ça et j'avais pas vu ça. Et du coup, on se retrouve, tu sais, avec un navigateur où tu as que des petits onglets comme ça, tout carré et t'en as partout. Ouais. Bah, l'idée, en fait, c'est comment j'arrive à réduire ces fenêtres et comment j'arrive à arriver à l'essentiel, la fenêtre la plus importante. Eh bien, ça, il n'y a qu'une seule méthode. C'est simplement, en revenant au cadre, on revient à l'objectif initial. Et donc, c'est là où la posture du coach devient très haute. On reprend une posture coach en mode le cadre et l'objectif. Et là, en fait, on ramène le client, s'il s'est perdu dans trop de questionnements, on le ramène sur OK, dans tout ce que tu viens de me dire là, et pour ça, il y a une question polarisante qui va aider tout le monde, c'est dans tout ce que tu m'as dit là, c'est quoi le plus important pour toi et t'emmener à ton objectif. Et à chaque fois qu'il y a de l'éparpillement, que ton client part dans tous les sens, et même toi, t'es perdu, tu sais pas quoi dire, on reprend juste cette question-là, vraiment très simple. Dans tout ce que tu viens de me raconter là, c'est quoi le plus important et qui te rapproche de ton objectif. Et en fait, en faisant simplement, tu sais, c'est là on fait vraiment un affinage, un peu c'est la méthode de l'entonnoir, on revient à quelque chose de plus précis mais qui a du sens pour le client. Et là, on revient à l'essentiel et on repart vers l'objectif. Et c'est souvent ça qui est compliqué à gérer quand vous avez des personnes qui ont diverses expériences, traumas, etc. Voilà, ça dépend de la personne. Ça t'arrive parfois d'avoir le sentiment d'être face à une boule de nœuds et de te perdre justement, et on ne sait plus pourquoi on en est là, etc. Alors, je l'avais beaucoup au début, ça. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que avec la méthode que j'ai affinée dans la formation coach performant, j'ai vraiment affiné ma méthode. Et aujourd'hui, elle est vraiment, je dirais, c'est le nectar de ce qui marche le mieux pour moi. Et j'ai de moins en moins ça, mais au début, je me perdais en fait à vouloir, tu sais, sortir de ma besace tous les outils PNL, les trucs, les machins, et je me disais j'ai pas réussi en fait à faire ce protocole là, j'aurais dû lui dire ça, et après je reprenais des outils et je me perdais en fait dans l'utilisation de toutes mes méthodes. Et le gros pain point pour moi, c'était que à chaque fin de séance, quand un client m'emmenait partout comme ça, même moi je me sentais frustré parce que je me disais putain, mais j'ai pas réussi à créer un déclic chez lui. Et le client repartait en mode ouais, c'était mitigé pour lui aussi. Et en fait, à force de travail, j'ai affiné ma méthode et aujourd'hui, je mets beaucoup plus de cadre là-dessus, mais surtout, je sais en fait quels sont les types de questions qui vont en fait affiner l'entonnoir à amener le client immédiatement à ce qui est important pour lui. Et ce truc-là, il y a que en le pratiquant, en ayant justement ce cadre très haut, donc sur pourquoi on est là et quel est l'objectif, et surtout une posture très basse dans la relation. Et là, on parle des fameux fondements de porteur. Donc ça, tous les coachs le connaissent. L'idée, c'est comment en fait je crée la relation. On appelle ça les attitudes de porteur, parce que ça me renvoie les informations au fur et à mesure. L'idée, en fait, c'est que chaque fois qu'on accueille un client, en tant que coach, on a vraiment une obligation, un devoir moral de ne rien juger et de ne rien prendre comme si on était là, qu'on était tout sachant et qu'on sait tout et qu'on va donner les réponses. Pas du tout. Les attitudes de porteur, c'est simplement être soutenant en fait par rapport à ce que la personne vit et nous apporte, mais pas du tout complaisant sur OK. Tu veux quelque chose, donc c'est le point A pour aller au point B. Donc j'ai bien compris en fait, et j'accueille et je comprends ton problème, ton niveau d'intensité aussi. Mais par contre, si tu es là, c'est que tu as un objectif et que tu veux y aller. Et donc l'idée, c'est être soutenant, mais pas complaisant, puisque derrière, si la personne est là, c'est quand même pour atteindre son objectif. Et il y a vraiment en fait un travail sur le questionnement pour moi qui est très important, et la maïotique socratique est vraiment l'outil principal avec le recadrage en 6 étapes, puisque le recadrage en 6 étapes permet vraiment à la personne de repartir sur des bases beaucoup plus écologiques pour elle et d'aller beaucoup plus vite retourner dans l'action, parce que souvent, ce dont je me rends compte, et là c'est plus un retour d'expérience de mes nombreuses années de coaching, souvent, quand on va mal, peu importe la thématique, croyance limitante sur soi, peu importe le sujet, quand on va mal, on arrête de faire ce qui nous fait du bien. Et c'est souvent l'immobilisme
Et la peur, et ce que génère la peur, c'est la peur qui va en fait nous empêcher simplement à l'idée de réfléchir à la douleur que ça pourrait provoquer. C'est la peur qui souvent paralyse les choses et nous empêche de repasser à l'action. Et c'est souvent ça que je constate, c'est que le coaching et tous ces outils sont des outils de remise en action. Et c'est surtout ça en fait que je constate. Donc si on fait un petit résumé de tout ça et du minimum viable coach, du 80-20 du coaching là, pour les gens qui nous écoutent, si j'essaie de résumer un petit peu, ce serait étape 1, se connaître soi, connaître un peu son centre, est-ce que je suis plutôt un mental, un instinctif, etc. Pour aussi voir à qui je vais parler. Ouais. Étape 2, dans la phase de prospection, aussi être très clair et puis éventuellement ne pas prendre les gens qu'on ne peut pas aider, qui ont des traumas trop profonds et qui vont au-delà de notre spectre à nous. Ouais, de nos compétences, quoi. De nos compétences à nous. Ensuite, démarre le coaching, création de la relation. On va se synchroniser justement en captant le centre émotionnel de la personne. Est-ce qu'elle est mentale? Est-ce qu'elle est instinctive? Est-ce qu'elle est émotionnelle? N'hésite pas à me corriger si je... Non, c'est très bien, c'est ça. Et en fait, je pourrais même rajouter, parce que tu parles de synchronisation, il y a deux outils en fait qu'on utilise naturellement en tant qu'humain, mais qu'on a formalisé en fait en PNL. C'est synchronisation et calibrage. La synchronisation, grosso modo, on fait tout ça naturellement avec nos neurones miroirs. Si une personne, par exemple, parle doucement, on va parler doucement avec elle. On va synchroniser en fait de façon verbale et non verbale. Mais cette synchronisation, on le fait déjà tous naturellement. C'est pas quelque chose qui a besoin de pousser à l'extrême. Faut vraiment garder une posture coach. Oui, être dans l'accueil, mais pas être complaisant sur le fait que la personne vient nous voir parce qu'elle veut changer d'état en fait, partir d'un point A à un point B. Et ensuite, la calibration, c'est du questionnement par la maïotique socratique, et c'est le nom qu'on donne à la maïotique socratique en fait en PNL, c'est de calibrer ce que la personne est en train de vous dire. Si une personne par exemple te dit j'ai peur, ok, tu as peur, mais quel est le niveau d'intensité de cette peur? Est-ce que c'est une peur qui, quand tu y penses, ça te fait peur 2 secondes et tu peux continuer, ou c'est une peur qui, tu te couches le soir, t'arrives pas à endormir? L'idée, c'est que le calibrage va venir calibrer ce genre de choses pour dire quel est le niveau d'intensité du problème. Et c'est ce calibrage dont on a besoin pour être plus spécifique, notamment dans les 6 étapes de recadrage. Et le but, en fait, si tu veux, de la création de la relation, elle est dans le fait de présenter en fait tout ça de façon la plus juste possible pour la personne. Et c'est à ça que ça sert le calibrage. Ok, donc très clair. Donc tu as cette synchronisation, ce calibrage que tu vas utiliser aussi tout au long du coaching. Tu poses des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, avec une horizon de temps précis, quoi. Et après, dans la besace, la boîte à outils, là on a exploré aujourd'hui le cadrage en 6 étapes. Le cadrage en 6 étapes. Pour aller droit au but. Avec le questionnement ouvert pour avancer tout au long des 6 étapes. C'est ça. Et la question magique entonnoir pour recentrer si jamais ça part dans tous les sens. Sachant que forcément, j'imagine que plus tu fais de séances, plus tes questions ouvertes, elles vont directement au bon endroit. Et donc, en fait, tu vas de plus en plus vite dans ces 6 étapes c'est ça. de coaching. Est-ce que tu vois autre chose qui aurait de la valeur pour un coach débutant? Est-ce que là, on a un bon panel? Je pense qu'on comme tu me demandes un MVP, là, c'est le minimum viable product pour un coach. C'est-à-dire que le coach part déjà avec ça, il est déjà pas mal. Et si on devait finir peut-être, tu sais, sur une étape de conclusion, c'est simplement de voir comment finalement le client le coach peut obtenir à la fin de cet accompagnement des recommandations. Parce que moi, je travaille énormément là-dessus. On est coach, on a quand même une entreprise à faire tourner. C'est d'avoir tellement d'impact, justement, de par ce MVP qu'on vient de donner, que derrière, la personne puisse lui faire un témoignage et que le témoignage soit aussi un gage de recommandation derrière et que le client, comme il a été satisfait, qu'il puisse recommander en fait le coach et que le coach puisse avoir comme ça un cercle vertueux de recommandation. Je trouve que c'est une méthode aujourd'hui, oui, qui
qui est un peu ancestral, entre guillemets, parce que le marketing a pris le pas là-dessus et aujourd'hui il y a beaucoup de marketing. Mais je trouve que c'est encore la recommandation aujourd'hui qui peut, à hauteur de 15 à 30%, générer du chiffre d'affaires. Et souvent, c'est pas négligeable pour un coach qui commence, parce qu'au départ, on commence tous, et moi ça je l'ai eu pendant les trois premières années où j'ai commencé. Là, c'est beaucoup plus, mais c'est pour d'autres raisons. C'est vraiment ce qui permet d'avoir un cercle vertueux de clients qui recommandent parce qu'ils ont vécu l'expérience du coaching avec le coach. Et derrière, ça crée une boucle de recommandations vertueuses, quoi. Excellent. Et la recommandation, c'est quand même l'oxygène du business. Et ça, faut pas s'en priver. Donc, Ouais, faut pas s'en priver. Ouais. donc avec ça, normalement, il y a déjà de quoi faire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on creuse plus certaines étapes du process ou même d'autres sujets, ou même si vous avez des sujets face à vos clients, vous savez pas comment les adresser, on pourra les traiter avec Mehmet. Donc n'hésitez pas à nous dire. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Parole de Coach. Merci Baptiste.